Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal à la une de ce 13h. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale est en mission en Allemagne. Conan Kouadio-Bertin a pris part hier à une conférence dont l'essentiel de l'exposé était axé sur la contribution possible des Allemands à la réconciliation en Côte d'Ivoire. On ira donc à Berlin en tout début de journal où nous attendent nos envoyés spéciaux. La coopération française vient de faire don de 33 véhicules, 27 jumelles de vision nocturne et 22 radios de transmission à l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Du matériel d'une valeur de plus d'1,3 milliard de francs CFA, une bouffée d'air frais pour l'armée ivoirienne en ces temps de menaces sécuritaires. Qui sera le successeur de Muhammadu Buhari au Nigeria? Voilà l'enjeu des élections générales 2023 qui se déroulent ce samedi dans le pays. Un scrutin qui mêle présidentielle, législative et sénatoriale, le tout dans un climat de tension entre une abstention toujours plus forte et des violences multiples à travers le pays le plus peuplé d'Afrique. Kouadio Bertin est en mission en Allemagne. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale s'y trouve depuis quelques jours. Il a assisté hier à une conférence à Berlin sur la possible contribution des historiens et germanistes à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Membre de la représentation diplomatique et leader communautaire ivoirien résident y était en compagnie du ministre. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré, nos envoyés spéciaux sur place. C'est le siège de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berlin qui accueille la première étape de cette mission. Kouadio Bertin et le reste de l'assistance choisie de façon stratégique suivent avec grand intérêt l'exposé d'un expert de l'histoire médiévale. L'universitaire met ainsi en évidence les atouts de l'expérience allemande à travers le thème « Paix, réconciliation et cohésion sociale après crise et bouleversement ». L'Allemagne a une certaine expérience dans la gestion des telles phases de transition. Une meilleure connaissance de l'histoire allemande peut encourager les Ivoiriens à mieux structurer et faire progresser le processus de la réconciliation, tout en étant conscient que la réconciliation est toujours un compromis. Des participants se disent édifiés et comptent davantage apporter leur contribution à la consolidation de la cohésion entre Ivoiriens. Je souhaite que le pays s'inspire de l'Allemagne parce que c'est un fait. Mon rôle, c'est d'apporter des contributions aux préoccupations de la Côte d'Ivoire. Ça a été mon inspiration en créant la Fédération des associations des Ivoiriens pour qu'ensemble, nous ayons cette habitude de communier malgré nos divergences. Conférence fort appréciée par le ministre Kouadio Bertin. Il s'engage ainsi à inviter dans les prochains jours le conférencier allemand à Abidjan. Devant un public, une cible plus élargie, pour permettre aux Ivoiriens de comprendre ce qui s'est passé ailleurs. Ce serait là une bonne contribution, cette conférence. L'Allemagne, tout le monde sait, tout comme la Côte d'Ivoire, nous avons en la matière des histoires similaires. Et donc, naturellement, que la Côte d'Ivoire, comme l'Allemagne, doit aussi se relever. D'ailleurs, je peux dire aux Ivoiriens, au reste du monde entier, que la Côte d'Ivoire est bien partie. Elle se relève, il n'y a qu'à faire un tour au pays et vous verrez bien. Le chef de l'État dit que tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, ont la même importance à ses yeux. C'est pour ça qu'il nous envoie vers eux, pour que nous puissions parler avec tout le monde et nous mettre tous au même niveau d'information sur ce qui prévaut en Côte d'Ivoire, de sorte que nous regardions ensemble vers les mêmes objectifs, c'est-à-dire rebâtir notre pays, une nation, une indivisible, prospère. Cette session a pu se tenir grâce à la grande implication du général Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, la coopération française faisait don de plusieurs véhicules, de jumelles de vision nocturne et de radios de transmission à l'état-major général des forces armées
de Côte d'Ivoire. La valeur de ce matériel roulant et des équipements militaires, 1340 milliards de francs CFA. Ce don vient donc renforcer la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire et les capacités de l'armée ivoirienne face aux nouvelles menaces sécuritaires. Frédéric Gorebi, à Boussanogo. 33 véhicules de type pick-up, 27 jumelles de vision nocturne et 22 radios de transmission, dont de la coopération française à l'état-major général des armées. Ces matériels roulants et d'équipements viennent ainsi renforcer la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France et la capacité de l'armée ivoirienne face aux nouvelles menaces sécuritaires. Cette cession s'inscrit parfaitement dans la volonté française d'accompagner, selon votre besoin, la montée en puissance des FACI au moment où, sous votre impulsion, mon général, les armées de Côte d'Ivoire évoluent profondément pour s'adapter afin de contrer la menace représentée par les groupes armés terroristes présents à vos frontières septentrionales. La hiérarchie militaire a, par la voix du chef d'état-major général des armées adjoint, exprimé la gratitude des forces armées de Côte d'Ivoire aux donateurs. Cet important lot de matériel renforcera davantage et assurément la capacité opérationnelle de notre outil de défense en accroissant ses capacités de projection et en facilitant une plus grande interopérabilité des forces engagées sur la ligne de front. Avec ce don de matériel roulant et d'équipements militaires estimé à 1,3 milliard de francs CFA et la récente visite de son ministre des Armées aux plus hautes autorités ivoiriennes, la France veut faire de la Côte d'Ivoire le pilier de sa présence en Afrique de l'Ouest. La valeur du don est donc bel et bien d'1,3 milliard de francs en CFA. Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il recevra à son siège 6 au 22 boulevard Card à Abidjan, Plateau, le mercredi 1er mars 2023 à 11h. En audience publique, le serment préalable à l'entrée en fonction de messieurs Danjules Demosthène et Demba Traoré, nommés membres de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante par décret numéro 2023-96 du 15 février 2023, signé hier 24 février des mains de Mamadou Koné. C'est reparti pour le programme d'urgence des logements sociaux. L'heure est à la recherche de financement. Bruno Nabagné-Koné s'active donc dans ce sens. Le ministre vient de solliciter la Banque ouest-africaine de développement et l'institution financière a dit oui. La banque a décidé cette semaine d'accorder à la Côte d'Ivoire un prêt de 200 milliards de francs CFA pour la réalisation prochaine de 25 000 logements. Les précisions de Lansine Bakayoko. La question du financement reste une problématique majeure dans la réalisation du programme d'urgence de logements sociaux. En plus des opérateurs internationaux ayant une capacité financière et technique avérée, le ministre Bruno Nabagné-Koné prospecte également au niveau des établissements financiers, notamment de la Banque ouest-africaine de développement, afin d'accompagner son programme de construction de 25 000 logements. C'est un marché où nous avons structuré l'ensemble des process pour justement faire en sorte que le risque, même quand il y en a, soit le plus faible possible. Nous pensons que c'est véritablement le cas aujourd'hui. Nous sommes sur une échelle de 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA, un appui considérable, mais les besoins de la Côte d'Ivoire vont bien au-delà. Le programme d'urgence de logements sociaux a pour objectif de rattraper le retard accusé, mais davantage de combler le gros déficit de 600 000 unités. C'est un programme qui s'inscrit également dans le plan Yoliba de la BOAD, notamment son axe 2, qui vise à créer de la valeur, de l'emploi productif en appui aux États. Donc c'est avec un fort intérêt que la banque a regardé cette requête reçue de l'État de Côte d'Ivoire. Les deux parties devraient formaliser l'accord de financement dans les prochaines semaines. Nous sommes vraiment très heureux de savoir que vous portez un intérêt à ce projet. Nous souhaitons vous encourager à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'au financement effectif
qui a été sollicité par l'État de Côte d'Ivoire. Les logements sociaux figurent au nombre des projets prioritaires du programme social du gouvernement. L'indisponibilité occasionne une flambée des loyers qui n'épargne pas les quartiers populaires, de même que les villes de l'intérieur du pays. Je vous emmène à présent à l'intérieur du pays, justement, dans le septentrion ivoirien, à Korogo, précisément, où le projet Baraka Fissa vient d'être lancé. Et dans un premier temps, il va prendre en compte 1 millier de jeunes. C'est une initiative du ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly, lui-même, fils de la région. Initiative donc qui va quand même lui coûter quelques 100 millions de francs CFA, comme nous le rapporte Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Le projet Baraka Fissa, destiné aux jeunes âgés de 20 à 55 ans, lancé dans la région du Poro. Projet mis en place par le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly à partir de l'expérience de certains jeunes. Des jeunes qui ont débuté leur activité sans aucun apport financier extérieur. Un exemple d'entrepreneuriat que le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie veut expérimenter auprès de 1000 jeunes dans la phase pilote du projet Baraka Fissa. Ce genre de personnes, ils partent de rien. Avec rien, ils n'ont pour arme que leur volonté. C'est ceux-là que nous allons détecter et nous allons aider à aller de l'avant. Les critères de soumission, les montants et le système de remboursement sont expliqués aux jeunes. Il y a plusieurs techniques qu'on utilise pour montrer aux jeunes et aux femmes comment démarrer avec zéro dette. Et ce sont ces techniques qu'on enseigne durant la formation. Le ministre nous a fait comprendre qu'on ne doit pas s'asseoir pour attendre un fonds avant d'entreprendre. On doit mettre quelque chose en place. Et si nous avons mis déjà une activité en place, lui il est prêt avec le projet Baraka Fissa pour nous soutenir. Pour la phase pilote, ce sont plus de 100 millions de francs CFA qui seront mobilisés. Sangafowa Coulibaly propose le tutorat des opérateurs économiques de la région du Poro. Ces 100 millions, ils ne vont pas être sur la table. C'est quand ceux qui auront été sélectionnés vont faire la preuve qu'ils peuvent avancer, qui ont fait la preuve qu'ils ont fait des choses par eux-mêmes, c'est eux qui vont bénéficier de fonds complémentaires pour passer à l'échelle. J'ai vu ce tutorat être pratiqué ici par nos parents. Et je veux que les entrepreneurs modernes d'aujourd'hui le pratiquent, sauf qu'il faut une jeunesse responsable. Les projets individuels et collectifs retenus seront financés entre 200 000 et 5 millions de francs CFA remboursables sur 5 ans. Après la phase pilote, d'autres fonds seront mobilisés pour étendre le projet Baraka Fissa à toute la région du Poro. On quitte la région du Poro, on descend plus bas dans la région de la Maraoué. Rien que pour l'année 2022, la mairie de Boisflé a eu à faire plus de 200 millions de francs CFA d'investissement dans la réalisation d'infrastructures de proximité et dans le social. Le premier magistrat de la ville l'a annoncé hier à la presse. Il a aussi évoqué les perspectives de la municipalité, axées principalement sur l'autonomisation des jeunes et des femmes. Léon Brou-Kwame était sur place pour RTI. Le calvaire des 6 km pour rallier Boisflé, désormais un vieux souvenir. Les populations de Koupela et de Tinkodogo peuvent recevoir sur place des soins dans ce centre de santé de 56 millions de francs CFA. Son achèvement et son équipement, une œuvre de la nouvelle municipalité. À son actif aussi, salle de classe, éclairage public, voirie, ouvrages d'embellissement, actions sociales et de salubrité. 212 millions de francs CFA investis dans la continuité du programme du défunt maire en 2022. 2023, année de réhabilitation et de construction pour la mairie de Boisflé. Tous les domaines concernés avec priorité à l'éducation et à la santé. Un point d'honneur sera mis sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le conseil municipal a décidé de construire un foyer polyvalent pour la jeunesse. Ce pôle-là, ça sera son rôle. Comment trouver du travail aux jeunes, comment leur apprendre à monter leur dossier d'emploi, ou bien comment leur apprendre à monter un projet pour que le projet soit bancable pour obtenir un financement. Le président désormais de la jeunesse communale, on compte mettre à sa disposition un véhicule. Ces efforts pour traduire en acte la vision du chef de l'État qui fait de 2023 l'année de la jeunesse.
Aziz Serge Kofi assure des moyens de son conseil en annonçant des excédents pour porter à plus d'1 milliard de francs CFA le budget de la mairie, une autre hausse budgétaire après celle d'environ 30% consentie par l'État au lendemain de son élection à la tête de la commune qui équilibre les investissements et le fonctionnement de la mairie de Boisflé à la somme de 900 millions de francs CFA. On en vient à cette conférence qui s'est tenue hier sur la gestion des boues de vidange et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement. Une conférence à l'initiative de la société de distribution d'eau et qui avait pour objectif de maximiser la présence du secteur privé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Les précisions de Patricia Kwaku, Didier Nguessan et Ariel Ago. 4 milliards de personnes, soit 1 personne sur 2 dans le monde, vivent dans des régions qui connaissent un manque d'eau selon le conférencier. Contribuer à une meilleure gestion de l'eau et à l'assainissement, la SODECI, l'Office national de l'eau potable ONEP et leurs partenaires y travaillent. Les services de la SODECI et de l'ONEP ont travaillé ensemble et ont réussi à doubler la capacité de production de l'eau. Que derrière un geste simple qui est d'ouvrir le robinet et d'attendre de l'eau, il y a beaucoup derrière de problématiques, de difficultés. On a vu que la pluviométrie est un sujet, on a vu que les lieux d'habitation des populations, s'ils sont autour des zones où on a accès à l'eau, ça peut être une difficulté. Les partenaires financiers proposent des solutions. Nous avons réfléchi ensemble à voir comment est-ce que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour financer des projets qui ont une empreinte durable positive. En Côte d'Ivoire, 100 sous-quartiers bénéficient d'eau potable. Les infrastructures pour garantir une eau potable pour tous en Afrique sont estimées à 75 000 milliards de dollars selon l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. On va à présent s'intéresser à un canal ici à Abidjan, parlant toujours donc d'assainissement. C'est au sud de la ville, c'est le canal d'Anoumambo, construit depuis une trentaine d'années pour évacuer les eaux pluviales. Aujourd'hui, les eaux usées drainées des communes de Marcory et de Koumassi y sont déversées. Le canal est en détresse, envahi par les ordures de toutes sortes avec son corollaire de puanteur. Il fallait bien faire quelque chose et des actions sont entreprises justement dans ce sens. Et c'est ce que Grace Kando nous présente maintenant. Anoumambo était considéré comme une île parce que le canal, de par ses dimensions originelles, faisait que pour venir à Anoumambo, ça vous prenez le pont sans fil ou bien le pont d'Anoumambo, ou bien vous circulez par les bateaux pinasses qui vous faisaient passer de Marcory à Anoumambo. Donc c'était une belle île. Le canal d'Anoumambo relie les communes de Marcory et de Koumassi. Il a été conçu dans la période de 1978-1984 pour évacuer les eaux pluviales. Mais aujourd'hui, il a perdu son luxe d'antan, en témoignent ces décors insalubres, visibles il y a encore quelques semaines. Quand le coin est sale, en tout cas, ça donne maladie aux enfants. Nous-mêmes là, on n'a pas en laisse. Ça envoie moustique. Ces types de déchets ne sont pas des ordures ménagères, des déchets spéciaux. Il y avait des encombrants, il y a de la pneumatique, il y a des gravats. Et donc ces déchets sont orientés sur des sites, sécurisés, les traiter et même voir la valorisation de ces déchets. Pour donner un nouveau visage à ce canal long de 5 mètres, avec 100 mètres de large et 7 mètres de profondeur, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entreprend des actions de propreté à la grande joie des habitants. C'est très joli, très beau à voir. Nous, on est fiers de notre village aujourd'hui. Donc on va aider vraiment le ministre. On lui dit merci pour tout ce qu'il nous a fait pour nous donner. On serait là pour l'aider à faire toujours propre. Nous avons dragué de la lagune tout ce qui est déchets solides ménagers que nous avons sortis. Ensuite, nous avons fait des tas et convoyé à la décharge de Kossoin avec des camions semi-remorques. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une belle vue. Donc le site est propre. Une étude est en cours pour un aménagement général de ce site et qui sera vraiment un aménagement paysager avec des aires récréatives, en tout cas qui donnera vraiment, qui va changer vraiment le visage de cet endroit. Que nos berges lagunaires soient vraiment des lieux propres et qui fait beau à vivre. Abidjan est la perle des lagunes. Il faudrait qu'on puisse revenir à cette image d'antan. Des actions d'assainissement et de salubrité, certes, mais le canal d'Anoumambo est devenu un lac d'eau usée puante. Il ne s'ouvre plus sur la lagune ébriée. Conséquence, stagnation et odeur nauséabonde. Les eaux sont stagnantes.
elles ne circulent pas. Donc les déchets se décomposent. Il y a une putréfaction de ces déchets-là. Et la décomposition de ces déchets génère de très mauvaises odeurs. Et lorsque le vent circule, ces odeurs sont éparpillées dans toute la commune de Koumassi, de Makori, et même en traversant la lagune vers Cocody. L'odeur nous fatiguait. On ne pouvait même pas s'asseoir ici pour vendre. Et puis moi, ils vont manger. Mais maintenant, chaque jour, on passe pour aller pomper pour nous. Donc maintenant, c'est un peu beau. Une solution temporaire grâce à l'expertise d'une structure mandatée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette proposition technique que nous mettons en place est de traiter les mauvaises odeurs avec un système d'installation des buses qui font ressortir des produits. Et ces produits-là sont des produits qui ne neutralisent pas, mais qui traitent les odeurs à la source avant que les vents dominants n'envoient ces odeurs-là à travers la ville d'Abidjan. Donc aujourd'hui, ces ingénieries portent, elles ont été vraiment analysées par des laboratoires qui sont accrédités dans le monde entier, qui ont fait ses preuves dans d'autres pays. Pour redonner au canal d'Anoumambo sa fonction initiale, à savoir l'évacuation des eaux pluviales, le Centre ivoirien anti-pollution fait des propositions. Les gens ont construit des maisons dans le lit du canal, qui fait que le canal ne peut plus circuler. Alors donc, c'est de voir quelles sont les mesures qu'il faut adopter pour rouvrir complètement ce canal, pour lui permettre d'avoir une circulation normale de ces eaux usées, pour faire de ce canal vraiment un ouvrage d'assainissement. Du côté du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, pour inviter les populations à la culture du civisme, un code de salubrité est prévu. Ce code définit d'abord les droits en matière de salubrité et d'assainissement. Il donne au ministère concerné le dispositif juridique pour sanctionner. Une fois que la loi va être adoptée par l'Assemblée nationale, nos agents auront le droit d'aller dans votre maison pour dire, bon, vous avez une maison, montrez-nous votre système d'assainissement. S'il n'existe pas, vous serez sanctionné. Les sanctions vont depuis les amendes jusqu'à l'emprisonnement. Le ministre Bouaké Fofana invite les populations à lutter contre l'insalubrité pour ainsi améliorer leur environnement. Le canal d'Anoumambo sous la menace des eaux usées. À quand la fin du calvaire? C'est un document signé Grace Kando et Ibrahim Sissé. La mairie de Cocody, soucieuse de la bonne santé de ses administrés, vient d'organiser une consultation foraine gratuite dans le village de Blocos. Consultation à laquelle a pu assister nos reporters Patricia Kouakou et Didier Nguessan. Consultation foraine gratuite dans la commune de Cocody, une initiative de la mairie avec l'hôpital général de Blocos. Les populations se sont déplacées pour se faire dépister contre le diabète, le paludisme et l'obésité. Elles ont reçu également des soins dentaires, pédiatriques et sont sensibilisées sur le planning familial. Nous sommes venus, on a pris notre glycémie, la tension et autres. C'est gratuit, ça nous réconforte beaucoup. Je suis venue pour la consultation. Vraiment, nous sommes bien reçus, tout se passe bien. J'aime bien l'atmosphère, on a bien reçu l'enfant. Les populations sont invitées à se rendre dans les centres de santé lorsqu'elles présentent des symptômes pour une meilleure prise en charge. On s'est rendu compte que le taux de fréquentation de nos services est en baisse. Et donc c'est une occasion pour nous de sensibiliser la population, de se rendre massivement dans nos centres de santé lorsque celles-ci présentent des signes ne se portent pas bien, parce qu'on sait ce que coûte donc pour la vie l'automédication. Plus de 200 patients ont reçu des soins lors de la première journée de cette consultation foraine. Des couches pour bébés et des lingettes ont été distribuées gratuitement. Et pour garder la forme, le sport y contribue fortement. Dans le cadre du week-end des Ébonies qui a lieu en ce moment même à Yamoussoukro, les journalistes de Côte d'Ivoire ont pris part ce samedi au traditionnel cross populaire initié par l'UNJCI. Jean-Marc Djadji faisait partie des coureurs. Son témoignage. Des journalistes de toute presse confondus, mobilisés devant la fondation Félix Houphouët-Boigny pour le top départ du cross de la 24e édition du week-end des Ébonies. C'est sur instruction du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, que ces athlètes d'une journée entament leur activité physique. La marche sportive à un rythme moins accéléré et une séance de fitness sont au rendez-vous de ce cross populaire.
Ces initiatives sont menées avec le même objectif, se sentir bien, entretenir sa forme afin de performer. Le journaliste, c'est vrai qu'il bouge beaucoup, il est toujours dans les reportages, mais il faut dire que le sport, c'est la santé. Et aujourd'hui, nous, les journalistes, pour pouvoir pratiquer pleinement notre métier, nous avons besoin d'être en bonne santé physique, en bonne santé morale. Nous pensons que cette pratique du sport permettra aux journalistes de décompresser un peu, de déstresser un peu. Le traditionnel cross populaire de l'UNJCI est l'une des activités phares du week-end des Ebonies 2022. Pour cette édition, le président de la fêtière veut marquer le coup. Avant, Ebonies n'était pas conçu ainsi. Ebonies avait une autre formule. Mais lorsque nous sommes arrivés, mon équipe et moi, nous avons décidé vraiment de donner Ebonies aux journalistes. Et c'est dans cet esprit-là que nous organisons toutes ces activités-là. La journée sportive de ce week-end des Ebonies a pris fin avec la finale du tournoi de la confraternité entre les équipes de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et la nouvelle chaîne ivoirienne. Les élèves de l'école primaire publique de Zwata 1 à Fakobli dans le Guémon bénéficient désormais d'une cantine. Une belle cantine qui fait la fierté de l'établissement et surtout des parents d'élèves. Il a été offert au village par un journaliste professionnel ivoirien du nom de Philippe Kouan. Et la première dame, Dominique Ouattara, a décidé de l'équiper. C'est désormais donc chose faite. Notre correspondante Eve Boué est allée voir et elle y a même pris le repas. Reportage. Ce sont 245 élèves de l'école primaire publique de la localité de Zwata 1 dans le département de Fakobli qui dégustent un plat de riz gras au poulet dans leur nouvelle cantine scolaire baptisée Cantine scolaire Dominique Ouattara. Assis à leur côté, les invités des marques, les élus, les autorités administratives. C'est le tout premier repas de cette cantine. Elle a été construite par un fils du village, le journaliste Philippe Kouan. La cantine non seulement permet d'assurer un repas à l'enfant, mais également à le maintenir dans les liens de l'école et donc de l'apprentissage. L'équipement d'une valeur de 10 millions de francs CFA, composé de matériel de cuisine, d'électroménager, de meubles, de vivres pour une période de 4 mois, est offert par la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS. La cérémonie de l'ouverture officielle de cette cantine a permis aux différents intervenants de saluer l'ensemble des actions de la première dame pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes. La représentante de Dominique Ouattara a donc exhorté les uns et les autres à mettre tout en œuvre pour le bien-être des enfants. Aucun enfant ne doit aller travailler dans les plantations. Aucun enfant ne doit porter des charges lourdes. Les enfants peuvent aider les parents, mais pas vraiment utiliser des machettes, pas vraiment porter du fagot. Inscrire les enfants à l'école, scolariser les enfants, c'est le message que je suis venu donner à mes parents. En marge de cette inauguration, les autorités ont procédé à la pose de la première pierre du centre de santé intégré de Zwata 1 et à la remise des matériels agricoles offerts par la première dame aux associations des femmes de Zwata 1 et des environs. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs de 1h du matin, le camp militaire du 2e bataillon projetable situé à Nokwakouté dans la commune d'Abobo essuyait les tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés. Au triste bilan de cette attaque, il a été dénombré 3 décès et 1 blessé par balle. L'enquête aussitôt ouverte aboutissait à l'interpellation de 33 personnes, toutes inculpées et placées en détention préventive. Des interrogatoires et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d'une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens. Les éléments de l'enquête laissant croire à l'implication des sieurs d'Amana, Adiapikas et Ikbolagui dans les faits poursuivis. Ces derniers ont été convoqués par le magistrat instructeur pour être entendus. En dépit de l'extrême gravité de ces faits, ils ont été inculpés hier, donc vendredi 24 février,
placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire. C'est signé des mains d'Ado Richard Christophe, magistrat hors hiérarchie, procureur de la République. Bientôt peut-être, on verra naître un corridor d'échange entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Voilà qui explique la présence des autorités douanières nigérianes à Abidjan. Cette visite de travail et d'amitié a pour objectif d'identifier les opportunités d'échange et de commerce en Côte d'Ivoire. Les douaniers nigérians étaient cette semaine au ministère des Affaires étrangères. Les précisions de Laure Goretti et Didier Nguessan à suivre donc dans nos prochains journaux. Et justement, au Nigeria, ce samedi, c'est jour d'élection et 93 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour désigner le successeur de Muhammadu Buhari. Un scrutin qui mêle présidentielle, législative et sénatoriale. Le tout dans un climat de tension entre une abstention toujours plus forte, une réforme monétaire ayant entraîné des pénuries de liquidités et des violences multiples à travers le pays le plus peuplé d'Afrique. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le grand journal du dimanche.